Désolé pour ce petit... Ok. Nous allons donc commencer ce webinaire. Désolé pour ce petit moment d'attente qui était nécessité par la mise en place du système de visio avec le MEDEF, qui était un petit peu plus compliqué que prévu. Alors, bonjour à tous et Monsieur Martin, bonjour. Merci d'avoir accepté ce moment d'échange avec nos alumni. Nos alumni, c'est le service carrière de l'EM Lyon et l'équipe alumni, bien sûr, les alumni EM Lyon, mais aussi les alumni de 6 écoles partenaires sur cet événement ce soir. Donc, je vais les citer: EDEC Alumni, ESCP Alumni, Gazar Alumni, Uniagro, Intermine, et enfin Sciences Po Alumni, que vous connaissez un peu, je crois. Voilà, votre biographie figurait sur l'invitation, donc on sait que vous êtes un ancien de Sciences Po. Voilà, nous travaillons, toutes ces écoles travaillent au sein d'un club carrière qui s'appelle le G16+, qui est le club carrière des grandes écoles, où figurent 22 écoles de management et d'ingénieurs. Et à ce titre, notre activité principale est bien sûr l'accompagnement des diplômés dans leur parcours professionnel. Donc, si vous pouviez nous apporter un éclairage sur le domaine de l'emploi, de l'employabilité de nos alumni, nous parler des mesures éventuellement envisagées pour soutenir le marché du travail, pour nos alumni expérimentés, bien sûr, mais aussi pour les jeunes diplômés qui commencent leur parcours professionnel et qui peuvent se retrouver en difficulté. Et également pour les étudiants, même si ce n'est pas notre activité à nous, mais les étudiants qui sont déjà en difficulté pour trouver des stages, et nous le déplorons évidemment fortement. Voilà. Vous avez la parole pendant 40 minutes, comme vous l'avez proposé. J'ai demandé à Amanda Ramirez de m'aider ensuite à faire remonter les questions des participants. Donc, à tous les participants, vous pouvez commencer tout au long du webinaire à poser vos questions dans la rubrique Q et R, et nous les réunirons pour les transmettre à M. Martin dans une quarantaine de minutes. Voilà, M. Martin, c'est à vous et merci. Merci à vous tous qui avez la gentillesse ou la faiblesse de suivre ce webinaire. Je vous prie d'abord de m'excuser, j'ai une petite extinction de voix. Non pas qu'au MEDEF, on tienne des meetings sous les préaux d'école en vociférant, mais enfin, on a quand même une activité médiatique en ce moment qui est assez soutenue. Bon, je suis donc très content de m'exprimer devant vous en espérant répondre à votre commande du mieux possible. Alors, je me présente rapidement. Je suis, comme tous les élus du MEDEF, bénévole dans cette association. Le MEDEF est une association bénévole, même si j'y consacre, et c'est vrai de mon ami et compère Geoffroy Roux de Bézieux, qui est le président en titre, moi-même n'étant que le président délégué, j'y consacre 4 jours par semaine, et si j'écoute mon épouse, c'est peut-être même 7 jours par semaine. Mais à côté de ça, je suis chef d'entreprise à la tête d'une entreprise familiale, patrimoniale, dont je suis l'actionnaire majoritaire, qui emploie 2500 salariés et qui aurait dû réaliser cette année 800 millions d'euros de chiffre d'affaires si le Covid n'était pas venu nous contrarier légèrement. Le MEDEF dans cette situation, j'allais dire plus que jamais, a une place relativement importante. Alors il ne s'agit pas de lui conférer un rôle qu'il n'a pas absolument, mais pour que vous situiez bien les choses, le MEDEF, que bien souvent, à tort, on considère comme être le mouvement des grandes entreprises et seulement des grandes entreprises, en réalité représente 173 000 entreprises. Par définition, c'est un peu plus que le CAC 40. 173 000 entreprises, donc bien sûr les grands groupes, bien sûr des entreprises de taille intermédiaire, mais également beaucoup de PME et même de très petites entreprises et de start-up. Et ce qui est intéressant également, c'est que le MEDEF regroupe 82 fédérations professionnelles, c'est-à-dire couvre à peu près tous les secteurs d'activité, qu'il s'agisse des services, de la construction, de l'industrie, du commerce. Et enfin, est implanté le MEDEF à travers 122 structures dans les territoires, ce qui nous donne par ailleurs une bonne capillarité territoriale, y compris, j'insiste là-dessus, dans les territoires d'outre-mer, qui ont des réelles problématiques en ce moment dont on n'est pas suffisamment conscient en métropole, des problématiques sanitaires beaucoup plus lourdes qu'en métropole, je pense à la Guyane et à Mayotte en particulier, mais également des problématiques économiques et sociales qui sont amplifiées ou exacerbées par rapport à ce qu'on vit dans notre pays. Bon, on traverse une période complètement atypique. Je dis bien on traverse parce que
Là où on peut imaginer que la crise sanitaire est surmontée, ce qui, on le voit bien dans l'actualité internationale, n'est pas tout à fait vrai, la crise économique et sociale, en réalité, ne fait que commencer. C'est complètement atypique parce que finalement, depuis la première fois de l'histoire, on est dans une situation où les États, singulièrement l'État français, ont délibérément mis à l'arrêt l'économie. Aussi curieux que ça puisse paraître, en période de guerre, l'État ne met pas à l'arrêt l'économie. Bien sûr, il y a des usines bombardées, il y a des déplacements de population, il y a des drames. Je ne suis pas en train de vous dire que la guerre est un non-événement. Mais il n'est jamais arrivé jusque-là que délibérément les pouvoirs publics, la puissance publique, mettent une économie à l'arrêt. Alors c'était particulièrement vrai en France, parce que sans aucun esprit polémique, nous faisons partie des pays, malheureusement, les moins bien préparés à cette pandémie. Et on a tous vu ce qui se passait s'agissant des masques, s'agissant des respirateurs, s'agissant des tests. Je ne parle même pas des vaccins, puisqu'il n'en existe pas à ce jour. Et si on se compare à un certain nombre d'autres pays, qui peuvent être en Extrême-Orient, avec des cas tout à fait remarquables dont on parle peu. Par exemple, la Thaïlande ou le Vietnam, où pour ainsi dire, il n'y a pas eu de contamination, en tout cas extrêmement peu de morts. Mais on peut se comparer également à des pays immédiatement voisins, l'Allemagne, on se compare en toute chose à l'Allemagne, ça nous est généralement pas très favorable, pardon, mais également la Suisse. L'économie française, au mois d'avril, a vu ça, enfin la production française, tout secteur d'activité confondu, a baissé de plus de 40%. Ça a pris des proportions évidemment beaucoup plus larges, beaucoup plus profondes dans les secteurs qui ont été interdits d'activité, le commerce non alimentaire, la restauration, l'événementiel, le spectacle, qui évidemment sont tombés à zéro, mais y compris dans des secteurs qui, eux, n'étaient pas interdits d'activité, on a eu des chutes extrêmement spectaculaires. Par exemple, dans le bâtiment et les travaux publics, là où l'activité n'a baissé au pire que de 20% en Allemagne, elle a baissé jusqu'à 90% en France. Alors pourquoi? Il y a deux raisons de notre point de vue. La première, c'est qu'il y a des singularités françaises dont on se passerait bien, et là aussi, il ne s'agit en aucun cas de polémiquer. Le principe de précaution qui a conduit les pouvoirs publics eux-mêmes à prendre des mesures extrêmement drastiques, avec quand même la crainte pour certains décideurs de voir leurs responsabilités mises en cause, décideurs publics. Et puis, une autre singularité française, à vrai dire, ça n'existe en Europe qu'en Italie également, qui est la crainte pour les chefs d'entreprise, crainte un peu exagérée d'ailleurs, que leurs responsabilités, non seulement civiles, mais pénales, soient mises en cause. C'est typiquement dans le secteur du bâtiment ce qui s'est passé. Beaucoup de chefs d'entreprise, de petites entreprises, bien sûr pour protéger leurs salariés, mais pour se protéger eux-mêmes, ont délibérément décidé d'arrêter leur activité. La deuxième raison qui a conduit à ce que l'économie ralentisse aussi fort, et ça il faut s'en féliciter, c'est que le gouvernement français, aussi bien que d'autres, a pris des mesures extrêmement puissantes de soutien financier avec les fameux prêts garantis par l'État et le fonds de solidarité, et puis de mesures de préservation de l'emploi avec l'activité partielle, le chômage partiel en français dans le texte. Ce qui a conduit à ce que l'économie, le social, par la même occasion, soit mis sous bulle d'une certaine manière, avec d'ailleurs quelques effets pervers, en ce sens que, y compris certaines entreprises, mais probablement certains salariés, se sont un peu installés dans cette bulle et peinent à en sortir. Alors dans cette situation, le MEDEF a été extrêmement actif. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que les 173 000 entreprises du MEDEF salarient quasiment 11 millions de personnes et que donc à lui seul le MEDEF est l'organisation professionnelle qui peut négocier pour compte commun de toutes les entreprises avec les pouvoirs publics. Il faut saluer la qualité du dialogue qui s'est développé dans cette période, d'une part avec les pouvoirs publics. Moi, je ne vous cache pas que j'ai eu jusqu'à 6 ou 7 visio ou calls. On a tous eu droit à cet enfer des visios et des calls. D'ailleurs, je ne devrais pas dire ça puisque je suis en visio avec vous à l'instant, mais 6 à 7 visios quotidiennes avec le ministre de l'économie et des finances, la ministre du Travail, les services du Premier ministre. Donc il y a une très forte intensité de dialogue, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça a permis au pouvoir public de mieux mesurer l'évolution de l'activité qu'on avait en temps réel à travers nos adhérents.
Et puis ça nous a permis d'infléchir, d'enrichir un certain nombre de dispositifs. Mais ce qu'on ne dit pas, en tout cas qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que c'était également une période d'intense dialogue social. Bon, c'est dans l'ordre des choses, hein. Les médias ont tendance à monter en épingle des réalités d'ailleurs. Il ne s'agit en aucun cas de prétendre que ce sont des inventions. Mais les médias ont mis en exergue un certain nombre de tensions sociales, à vrai dire très peu, hein. Il n'y a pas eu de mouvements sociaux pendant cette période. Mais les mêmes médias ont oublié de dire que sur les 2 mois, un peu plus de confinement, il s'est signé dans les entreprises françaises plus de 6 000 accords collectifs, alors portant essentiellement, bien sûr, sur les modalités de déconfinement. Mais tout ça pour vous dire que il n'y a pas lieu de se réjouir de cet épisode du Covid, évidemment, mais paradoxalement, ça a été positif du point de vue de la richesse et de la qualité du dialogue social. Ça s'est d'ailleurs traduit sur un plan plus médiatique par des prises de position partagées, notamment du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, et de Laurent Berger, avec qui on a une bonne relation, je veux dire, avec la CFDT globalement, mais enfin, on n'est pas dans le même camp. Et bien, pour autant, si ça vous a échappé, il y a eu une déclaration commune qui a marqué les esprits à la fin du mois de mai, invitant les entreprises, invitant les salariés à reprendre le travail pour prévenir une catastrophe économique et sociale qui se dessinait si le confinement perdurant, on restait à ce niveau d'activité extrêmement effondré. Et de la même manière, on a beaucoup travaillé avec les pouvoirs publics précisément pour organiser le déconfinement. Alors tout ça s'est fait à la française, hein. Je veux dire par là que là où dans les autres pays, il y a eu des protocoles de déconfinement négociés avec les partenaires sociaux, en France, immanquablement, ça a pris des formes assez technocratiques. Et là où 2 pages suffisaient en Allemagne, on a eu 80 pages en France, avec un certain nombre de dispositions qui étaient très difficiles à mettre en œuvre et qui étaient assez technocratiques. Je pense par exemple aux fameux 4 mètres carrés. Mais donc on a beaucoup contribué à ce qu'avec un souci permanent de préservation de l'état sanitaire du pays, de l'état sanitaire des salariés, on sorte le plus vite et le moins mal possible de cette période de confinement. Alors ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par le fait que, assez mécaniquement, les secteurs étant progressivement déconfinés, la confiance relative revenant, le niveau d'activité augmente. À ce jour, on est en moyenne des secteurs à peu près 90% de l'activité normale, avec quelques bonnes surprises. Par exemple, on est assez surpris par la reprise de la consommation qui se traduit par exemple par les achats d'automobiles qui sont évidemment dopés par les primes, mais également par des achats dans le secteur de l'habillement, par des transactions immobilières qui repartent assez vite. Donc tout ça est plutôt encourageant. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Tout à l'heure, on m'a demandé d'apporter des lumières. Je suis incapable d'apporter des lumières. Et pour être très franc, on est dans le brouillard. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne sait pas si la bonne trajectoire de reprise qui se dessine depuis ces dernières semaines se prolongera. Et on a un gros point d'interrogation sur la rentrée. Les prévisions que ce soit du FMI, du gouvernement lui-même, et on ne comprend pas très bien pourquoi le ministre des Finances cite des prévisions de baisse du PIB et d'augmentation du chômage aussi apocalyptiques, parce qu'on pense que ça pèse sur le moral des consommateurs, en tout cas ça pèse sur le moral des chefs d'entreprise, et que les prophéties autoréalisatrices, ça peut exister. Nos propres remontées, je viens de le dire à l'instant, sont plus encourageantes. Mais on ne sait pas trop ce qui va se passer à la rentrée. À partir de là, le MEDEF, d'autres organisations, ont poussé le gouvernement d'une part à proroger les dispositifs de préservation de l'emploi, l'activité partielle, un nouveau dispositif qu'avec nos amis de la métallurgie, on a élaboré et que le gouvernement a endossé, ce qu'on appelle l'activité partielle de longue durée, qui permettra à des entreprises, je pense par exemple à celle de l'aéronautique, qui savent avoir devant elles plusieurs mois, voire plusieurs années de sous-activité, de préserver l'emploi, de préserver les compétences, avec une prise en charge partielle des coûts par l'État. De la même manière, on pousse le gouvernement à aller beaucoup plus loin dans les mesures de relance. Alors la philosophie du patronat d'une manière générale, en tout cas du MEDEF, est une philosophie d'orthodoxie budgétaire. Et ça fait des années que l'on déplore les déficits publics, que l'on déplore l'augmentation constante de l'endettement public. On continue à déplorer
cette mauvaise gestion des finances publiques, parce que là où les Allemands peuvent mettre dans la balance séance tenante 132 milliards d'euros pour un plan de relance extrêmement puissant, extrêmement structuré, l'État français lui-même est obligé de faire les fonds de tiroir, avec une préoccupation qui évidemment n'est pas énoncée publiquement parce qu'elle pourrait avoir des effets désastreux, qui est celui de la notation de la France sur les marchés financiers. Pour autant, et ça a valu au MEDEF d'être taxé de keynésien sur un ton un peu moqueur, dont on se moque absolument, parce que cette période critique justifie a fortiori, quand on est chef d'entreprise, d'être pragmatique, il y a un principe de réalité, et ça nous pousse donc à demander au gouvernement d'aller très au-delà des mesures de relance sectorielles qui ont été d'ores et déjà prises pour l'aéronautique, pour l'automobile, pour la filière tourisme prise au sens large, c'est-à-dire bien au-delà de l'hôtellerie-restauration. Pourquoi? Parce qu'on va arriver à un point de bascule à la rentrée où les plans sociaux vont se multiplier, malgré tous les dispositifs qui ont été mis en place, de soutien financier, de soutien social. On voit d'ores et déjà un certain nombre de plans sociaux s'annoncer. Ne rêvons pas, il y en aura d'autres. Et immanquablement, ça pèsera sur la confiance non seulement des consommateurs, mais des chefs d'entreprise, de sorte que l'activité s'en ressentirait si rien n'était fait. En termes de consommation, il y a quand même 100 milliards d'épargne supplémentaires qui ont été accumulés pendant cette période de confinement. Évidemment, tout ce qui peut contribuer à ce qu'au-delà d'une certaine épargne de précaution à laquelle on n'échappera pas compte tenu des perspectives économiques et sociales, tout ce qui peut contribuer à ce qu'une bonne part, en tout cas, de cette épargne revienne dans la consommation, mais également dans l'investissement, tout ça est absolument indispensable. Et de la même manière, tout ce qui peut être fait pour encourager l'investissement des entreprises, alors même que les capacités de production sont encore largement sous-employées, ne peut que contribuer à soutenir l'activité et donc à limiter les dégâts sur le plan économique et social. De ce point de vue également, le gouvernement était sur un calendrier qui nous paraissait un petit peu mollasson, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que le ministre de l'économie et des finances prévoyait un plan de relance dans le cadre du projet de loi de finances 2021, c'est-à-dire à effet du début d'année 2021. Il semblerait qu'on ait été entendu et que des mesures de relance plus générales, plus massives, pour la consommation, pour l'investissement, soient prises dès la rentrée et pour certaines soient même annoncées avant la rentrée. Ça ne règle pas l'équation budgétaire qui est absolument dramatique. Pour que vous situiez les choses, là où les régimes de retraite avaient prévu d'être déficitaires de 4 milliards d'euros en 2020, ils le seront en réalité de 30 milliards d'euros. Là où l'UNEDIC, qui gère donc l'assurance chômage du secteur privé, avait prévu de réduire sa dette accumulée au fil des ans, de la réduire à 38 milliards et demi, en réalité, aux dernières prévisions, la dette de l'UNEDIC sera de 63 milliards d'euros. Le déficit de l'État sera de l'ordre de 11% du PIB. Bon, eh bien, écoutez, on est dans une situation telle qu'il faut mettre de côté temporairement, le moins longtemps possible, l'orthodoxie budgétaire, parce que sinon le pays part en vrille, avec un risque majeur, qui est que pour la troisième année consécutive, après les gilets jaunes, après les grèves de l'hiver dernier autour de la réforme de retraite, nous nous confrontions à un troisième mouvement social qui, lui, pourrait être carrément fatal à l'économie de notre pays. Et enfin, je finis là-dessus avant de passer à un autre sujet. C'est aussi une raison pour laquelle, un peu paradoxalement, alors que je viens de vous citer le creusement abyssal du déficit des régimes de retraite, c'est la raison pour laquelle, en connivence avec les syndicats de salariés, nous demandons au président de la République, nous demandons au gouvernement de reporter la réforme des retraites. Ça ne semble pas être la décision du président de la République, on verra bien. On en parlera d'ailleurs dès demain avec le nouveau Premier ministre. Parce que si, relançant la réforme des retraites, on remet une bonne partie de la France, et singulièrement dans les grandes métropoles, et encore plus à Paris, on remet la France dans la rue, on viendra ajouter du mal au mal, et c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, nous, notre lecture de la situation au MEDEF est donc à la fois modeste, parce que personne ne peut avoir de certitude à cet instant, mais malgré tout assez combative, parce que l'image de l'entreprise est sortie renforcée de cette période. C'est très spectaculaire. La cote des élus locaux a monté, la cote des services de santé a monté, la cote de l'État a continué à baisser parce qu'il y a eu de réels dysfonctionnements
c'est pas le lieu d'en parler, mais il y a des choses un petit peu choquantes. Moi, j'ai vécu ça au jour le jour, ce qu'on appelle dorénavant le deep state, l'état profond. Ça existe. Il y a des querelles de chapelle, il y a des lourdeurs, à côté de comportements magnifiques et de choses qui se passent très bien, mais quand même, le fonctionnement de la sphère publique n'a pas été, hormis les services de santé, exemplaire dans cette période. Et donc l'image des chefs d'entreprise est sortie renforcée parce qu'elles ont fait face, les salariés, vous-même, les chefs d'entreprise ont fait face à la situation. Et donc, c'est de la responsabilité des chefs d'entreprise, c'est a fortiori de la responsabilité du mouvement représentant les entreprises, de tenir un discours offensif, sans naïveté, optimiste, qui à lui seul devrait contribuer à ce que notre pays redémarre. Après, ce qui complique l'équation, et je finirai par ça, parce que c'est un sujet évidemment essentiel, c'est que nous réussissions à combiner nos préoccupations partagées de transition écologique, de transformation, qui, on l'a vu, sans en exagérer l'interprétation à l'occasion de certaines élections municipales, devient un phénomène absolument considérable. La position qu'on a au MEDEF est à la fois très résolue et très pragmatique. Il faut dire les choses, il y a 2 ans encore, avant notre élection à Geoffroy Roux de Bézieux et à moi, ça n'était pas la pente naturelle, je dirais, au MEDEF. Nous sommes absolument convaincus dorénavant que tout ce qui, de près ou de loin, touche à la fameuse RSE, notamment tout ce qui touche à l'environnement, mais également à la parité, à la mixité, à l'intégration, tout ça doit être prioritaire pour les entreprises. J'allais dire de gré ou de force, mais au fil des jours, on voit que de plus en plus de chefs d'entreprise qui étaient un peu comme une poule devant un couteau face à ces sujets, sont dorénavant totalement convaincus et comprennent bien que pour un certain nombre d'entre eux, ce sont des opportunités et que s'ils ne les perçoivent pas comme des opportunités, de toute façon, ils seront rattrapés par la patrouille, je veux dire par leurs clients, par leurs fournisseurs, par leurs actionnaires et surtout par leurs salariés. La vraie difficulté à laquelle on se heurte, c'est donc pas de partager ces objectifs autour de la responsabilité sociétale des entreprises, c'est comment le faire. Et de ce point de vue, je ne vous cache pas qu'on a une petite divergence de vue, c'est un euphémisme, par rapport aux mesures et surtout par rapport au calendrier proposé en particulier par la Convention citoyenne pour le climat, qui a fait un bon travail, mais qui fixe des échéances, qui fixe des modalités, et puis qui également fixe, je dirais, un état d'esprit, c'est-à-dire passer par la contrainte plus que par l'adhésion et par la conviction, qui ne nous paraissent pas être les bonnes solutions. Il est évident que les entreprises, qui pour la plupart d'entre elles vont sortir de cette crise du Covid extrêmement endettées et pour bon nombre d'entre elles en perte, alors même qu'elles sont convaincues qu'il faut avancer sur ces enjeux, auront des difficultés à financer leur transformation, à financer de nouveaux process, à financer de nouvelles offres, si elles n'en ont pas les moyens. Et donc, nous, la thèse que l'on porte, c'est qu'il faut laisser un peu de temps au temps, de sorte que on réussisse à faire converger les impératifs très terre à terre, je suis désolé de le dire, mais des contraintes de gestion avec ces objectifs totalement partagés de verdissement de notre économie, de responsabilité à tous égards. Et donc, on a des discussions, on a pris l'initiative avant la crise du Covid, d'ailleurs, d'engager des discussions qui étaient sans précédent au MEDEF, il faut le reconnaître, avec un certain nombre d'ONG. Et c'est ce qui nous a valu, à Geoffroy et à moi, pas plus tard que la semaine dernière, d'avoir une réunion à la fois très exigeante, mais en même temps très constructive, que ce soit avec Oxfam, que ce soit avec le WWF, avec la Ligue de protection des oiseaux, avec France Nature et Environnement. Et on est convaincu que c'est à travers ce dialogue qui permettra une meilleure connaissance mutuelle, une meilleure compréhension, qu'on pourra, on l'espère en tout cas, avec le plus grand nombre de responsables de ce monde des ONG, élaborer des solutions qui soient à la fois très volontaristes, très ambitieuses et très pragmatiques. Et je finirai simplement par vous donner un exemple. On a un énorme enjeu sur la rénovation thermique des bâtiments. On a en France, qui est un des pays les plus vertueux du monde en matière d'émissions de CO2, quoi qu'on en dise, et singulièrement l'industrie française, qui a fait des efforts énormes. Eh bien, on sait que les 2 principales sources d'émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre, c'est le bâtiment, le logement, mais pas que, et le transport.
il est évident qu'il faut que la puissance publique, que la collectivité s'engage massivement sur la rénovation thermique des bâtiments. De là à dire que tout doit être fait dans les 10 ans qui viennent et qu'un particulier ne pourra pas vendre sa maison si elle n'est pas aux normes à ce moment-là, mais écoutez, c'est prendre l'opinion à rebrousse-poil, c'est se fixer des échéances qui ne sont pas tenables, c'est s'engager sur des montants de financement que l'on n'a pas. Et voilà, il faut donc qu'on ait cette qualité de dialogue, les entreprises, l'opinion publique, les organisations non gouvernementales, les pouvoirs publics, pour que, autant que faire se peut, autour d'objectifs partagés, on trouve des solutions pragmatiques et c'est la seule solution pour y arriver. Voilà, il y a 50 000 sujets, il y a celui essentiel de l'accueil des jeunes sur le marché du travail à la rentrée, qui est un vrai sujet de préoccupation. Je répondrai le cas échéant à vos questions. Il y a des sujets du même ordre qui touchent à la formation, qui touchent à l'emploi, qui touchent au social, qui vont être des sujets de transition professionnelle qui étaient déjà dans l'air, parce qu'il y a des modèles économiques qui étaient déjà en cours de changement, mais qui vont s'accélérer assez brutalement du fait de la crise du Covid. Ce sont également des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère avoir un peu répondu à votre commande. Je suis probablement passé à travers un certain nombre de sujets. Je n'ai probablement pas été tout à fait clair sur les points que j'ai abordés. Le mieux est probablement que je réponde maintenant à vos questions. Alors, Monsieur Martin, une première question qui est liée aux relocalisations. Un diplômé vous demande qu'en est-il vraiment des relocalisations? Est-ce qu'elles ont un avenir en France? Alors, je vais commencer à faire un petit rappel sur pourquoi les délocalisations. Il y a eu des délocalisations parce que la demande du marché, les prix de marché ont contraint un certain nombre d'entreprises pour préserver leur rentabilité, dans un certain nombre de cas pour la maximiser, à se délocaliser, en particulier dans des pays low cost et singulièrement en Chine. La crise que l'on traverse est un révélateur et elle voit que dans certains secteurs stratégiques, nous nous sommes complètement démunis. Le cas emblématique des masques en est la caricature. Donc, il y a un souhait, il y a une volonté partagée par tous de relocaliser des productions pour restaurer notre souveraineté nationale et pour recréer de l'emploi en France. Après, comme en toute chose, il faut que nous sachions gérer nos contradictions. Il y a un cas qui est assez emblématique, que vous avez probablement identifié, qui a été celui des fameuses fraises au mois d'avril. La grande distribution, d'elle-même et sous pression de ses consommateurs, a décidé, pour soutenir la filière agricole française, d'acheter et donc de proposer à ses clients des fraises françaises plutôt que des fraises espagnoles. C'était l'aspiration généralisée de tous, la mienne, des consommateurs, etc., etc. Jusqu'au moment où les associations de consommateurs ont commencé à s'émouvoir du prix de ces fraises françaises qui étaient de l'ordre de 15% plus chères que les fameuses fraises espagnoles. Et je crois que ça illustre bien le dilemme que l'on a autour de ce sujet des relocalisations. En fait, il y a deux types de relocalisations sur lesquelles il faut travailler. Il y a ce qui touche donc à la souveraineté, produits de première nécessité, singulièrement dans le domaine de la santé. On a vu que les grands laboratoires pharmaceutiques avaient délocalisé essentiellement leur production de base en Chine. Ils l'ont fait notamment parce que le prix du médicament en France est parmi les plus bas du monde, et je vous rappelle que c'est un prix administré. Donc c'est l'État, d'une certaine manière, qui a poussé ces industries pharmaceutiques à se délocaliser. On doit accepter, sur des produits qui touchent à la souveraineté, de payer plus cher. Alors est-ce que l'État, est-ce que le public doit en prendre en charge une partie? Est-ce que le consommateur, à lui seul, doit en supporter l'intégralité? C'est à voir. Est-ce que les entreprises qui devront relocaliser dans le cadre de ces objectifs de souveraineté devront accepter de rogner sur leur marge? Quoi qu'il en soit, il y a des produits de première nécessité pour lesquels, immanquablement, on va devoir relocaliser. Après, il y a tout ce qui touche à des produits plus génériques, qui ne relèvent pas de la santé, qui ne relèvent pas de l'armement, mais l'armement n'a jamais été véritablement délocalisé. Et à ce moment-là, on retombe sur le sujet central de la compétitivité du site France. C'est pour ça que je me permettais de parler du prix des fraises. Est-ce que les mêmes Français qui aspirent à ce qu'on relocalise, j'en fais partie, accepteront de payer plus cher parce que les coûts de production français sont plus élevés? Évidemment, on peut être très dubitatif.
Regardez ce qui se passe, l'Union des industries textiles, les fabricants de textiles français, qui d'ailleurs ont eu un comportement citoyen absolument exemplaire pendant le Covid, puisqu'il y a plus de 600 industriels français qui se sont brutalement reconvertis pour fabriquer des masques. Ils ont, soit dit en passant, 40 millions de masques d'invendus sur les bras. Le coût de production des masques français est 5 à 6 fois supérieur au coût de production chinois. C'est une nouvelle illustration des distorsions de compétitivité qui peuvent exister. Il n'en demeure pas moins que l'Union des industries textiles vient de lancer dans la presse, sur les ondes, sur les réseaux sociaux, une grande campagne sur le thème « Acheter français », en étant toujours scrupuleux d'ailleurs par rapport à ce que la réglementation européenne autorise. Immanquablement, on va devoir se pencher sur deux sujets, le coût du travail et les impôts de production. Le coût du travail, qu'on se comprenne bien, ce n'est pas les salaires, ce sont les charges. Il y a déjà beaucoup qui a été fait avec le CICE et on a vu, quoi qu'aient pu en dire les commentateurs critiques au moment où le gouvernement socialiste a mis en place le CICE, ça a eu un impact direct sur les créations d'emplois. Alors on ne peut pas dire qu'à lui seul le CICE est à l'origine des 700 000 créations d'emplois qu'il y a eu sur les dernières années, mais s'y a quand même largement contribué. La solution, c'est finalement de faire supporter, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres pays, de faire supporter les charges sociales, non pas par les entreprises et les salariés, mais par la collectivité. Ça renvoie à des sujets extrêmement complexes et pour lesquels on n'est pas mûr actuellement, tels que la TVA sociale. Après, il y a le sujet des impôts de production. Les entreprises françaises, toutes choses égales par ailleurs, supportent 70 milliards d'impôts de production de plus que leurs homologues allemandes. Ça impacte évidemment leur compétitivité, ça impacte leur capacité d'autofinancement, ça impacte donc leur capacité d'investissement. Ça fait des années qu'il y a un consensus partagé par les économistes, les pouvoirs publics, a fortiori les chefs d'entreprise, pour dire que ces impôts de production sont une stupidité. Pour la bonne compréhension de tous, vous avez un impôt qui est la C3S, qui frappe le chiffre d'affaires. Vous pouvez faire des pertes considérables, vous payez malgré tout la C3S, 4 milliards d'euros par an, sur votre chiffre d'affaires. Et après, vous avez des impôts qui, pour en faire simple, frappent vos investissements, frappent vos emplois, etc., etc., alors même, je leur dis, que vos entreprises peuvent être déficitaires. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, ça fait 3 ans que Bruno Le Maire nous dit on va empoigner le sujet des impôts de production. Le moment est venu de le faire, mais dans un contexte de disette budgétaire que j'ai rappelé tout à l'heure, qui évidemment complique la donne. Ce qui complique la donne par ailleurs, c'est que ces impôts de production, pour l'essentiel d'entre eux, la contribution sur la valeur ajoutée, la contribution économique territoriale, etc., etc., ces impôts de production sont prélevés, ou en tout cas bénéficient principalement aux collectivités locales. Les collectivités locales, on peut les comprendre, qui se sont déjà vues retirer 20 milliards de taxes d'habitation, ce qui est une stupidité que personne ne demandait, évidemment sont très récalcitrantes. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que on va devoir rapidement avancer sur la baisse des impôts de production. Il faudra que ça porte sur des montants significatifs. On a, là aussi pour être très clair, on a un surpoids pour les entreprises françaises de 70 milliards d'euros par an liés à ces impôts de production. Si l'État rogne quelques centaines de millions d'euros, ça ne changera pas fondamentalement la donne. Et donc je finis sur votre question, sur cette question relative aux délocalisations. Il faut être cohérent. On ne peut pas vouloir tout et son contraire. On ne peut pas vouloir relocaliser en demandant que la France soit compétitive et propose des prix, y compris aux consommateurs français, qui soient donc des prix compétitifs. On ne peut pas relocaliser en même temps exiger très normalement, et c'est partagé en exigeant des entreprises françaises que dans le cadre de la transition écologique, elles revoient complètement leur processus de production. Et donc tout ça n'aura de sens que si les prélèvements obligatoires qui pèsent sur les entreprises en France, beaucoup plus que dans n'importe quel autre pays au monde, sont révisés à la baisse. C'est un discours assez classique de la part du MEDEF, mais on n'a pas trouvé d'autres solutions. En tout cas, nous, on est chauds partisans des relocalisations, notamment parce que c'est une dimension territoriale considérable. Dépérissement de l'industrie française a frappé cruellement des territoires entiers qui dépendaient de telle ou telle usine et où toute l'économie locale s'est effondrée à partir du moment où l'usine, qui était souvent le premier employeur de ce territoire, disparaissait. Regardez un cas d'école extrêmement cruel qui se produit ces jours-ci. Une usine de sous-traitance automobile à Tulle, préfecture de la Corrèze,
qui va fermer, 450 emplois à Tulle. Ben, vous pouvez être certain que le commerce de Tulle va s'effondrer, enfin la vie locale va s'effondrer. Voilà. Donc, il faut avancer sur les coûts de production. Alors, Monsieur Martin, une deuxième question liée aux acteurs financiers. La crise actuelle étant essentiellement une crise de la production, les acteurs financiers étant moins touchés, Arthur demande si on ne pourrait pas demander une contribution à ces acteurs financiers pour aider l'État et le désendetter. Je me permets de compléter. La crise qu'on vit est complètement atypique. Effectivement, elle n'est pas financière, hein. Alors déjà, on ne peut pas, comme en 2008 ou 2007, faire supporter la responsabilité morale, si on peut dire, de cette crise au secteur financier. C'est pas une crise de la spéculation, ce n'est pas une bulle financière qui éclate, c'est une crise, alors j'ai bien entendu une crise de la production, c'est une crise de la production et de la demande, c'est une crise de l'offre et de la demande simultanément. Alors évidemment, il y a des secteurs qui ont été moins affectés que d'autres, hein. Je parlais tout à l'heure de l'effondrement de la production française au mois de mars et au mois d'avril. C'est faux, par exemple, dans l'agroalimentaire, c'est essentiellement faux dans la distribution alimentaire, singulièrement la grande distribution alimentaire. Et c'est vrai qu'à ce stade, le secteur financier n'a pas été directement impacté. Avec quand même une grosse nuance, c'est que les actifs détenus par le secteur financier, je pense aux assureurs en particulier, se sont dépréciés au même rythme que les cours de bourse. Je dirais que les cours de bourse ont repris depuis. Alors, il se trouve que ce sont des adhérents du MEDEF, hein. J'ai parlé tout à l'heure de tous les secteurs d'activité, mais c'est pas ce qui me vaut d'être relativement nuancé dans ma réponse. Il faut saluer l'efficacité avec laquelle le secteur bancaire a mis en œuvre les prêts garantis par l'État. Il y a près de 500 000 prêts qui ont été mis en place dans des délais records. Alors, il y a eu ici ou là quelques grains de sable, parce que le système bancaire, les réseaux bancaires n'étaient pas dimensionnés pour, en l'espace de quelques semaines, distribuer 500 000 prêts garantis par l'État. Et pour autant, ça a été fait. Il n'y a que 2,5% de taux de refus sur ces prêts garantis par l'État, qui représentent de l'ordre de 100 milliards d'euros à ce jour. Après, il y a eu des débats avec les assureurs et on a été, le MEDEF, c'est grandeur et servitude du MEDEF, hein. Le MEDEF comptant dans ses rangs les locataires et les bailleurs, les assurés et les assureurs. On a été un petit peu le go-between entre ces différentes professions. Typiquement, il y a eu beaucoup d'exigences à l'égard des assurances sur la prise en charge des pertes d'exploitation. Et c'est vrai que la position, en tout cas l'expression des assureurs dans un premier temps a été assez maladroite. Bon, on a vu au fil du temps que malgré tout, il y a certaines pertes d'exploitation qui étaient prises en compte dans l'hôtellerie et la restauration. Les assureurs ont doté un certain nombre de fonds pour voir en fonds propres le jour venu les entreprises de ces mêmes secteurs de la filière tourisme, etc., etc. Pour autant, le modèle économique de l'assurance perte d'exploitation ne permettait en aucun cas de couvrir l'ensemble des pertes d'exploitation de l'ensemble des entreprises françaises, qu'on estime entre 50 et 100 milliards d'euros pour l'année 2020. Ça me désole, hein. Je rappelle que je suis chef d'entreprise. Moi, j'aurais fait des sauts de cabri si les assureurs de mon entreprise m'avaient dit on couvre les pertes que vous avez enregistrées au mois de mars et au mois d'avril. Ce n'était pas prévu par le contrat et le modèle économique ne le permet pas. On est en train de travailler sur un futur régime qui permettrait précisément, soit obligatoirement, soit sur base de volontariat, de couvrir ces pertes d'exploitation. Maintenant, je ne vous apprendrai pas que rien n'est gratuit dans ce bas monde, et les mêmes qui, à corps et à cri, demandent la mise en place d'assurances systématiques sur les pertes d'exploitation, les mêmes, le jour venu, quand on leur dira en face d'une assurance, il faut payer une prime, verront leurs ardeurs un petit peu calmées. En l'état des estimations auxquelles on a procédé avec les assureurs, avec Bercy, ça serait un surcoût de 13 milliards d'euros par an en prime d'assurance pour les entreprises françaises, si c'était obligatoire. On ne peut pas dire d'un côté, il y a trop de prélèvements obligatoires, et d'un autre côté, dire on va s'en coller pour 13 milliards de plus. Donc il y a des propos un peu simplistes ou des analyses un peu simplistes qui ont circulé, et moi je les comprends tout à fait, notamment de la part des restaurateurs ou des métiers périphériques à la restauration,
à qui on n'a rien demandé, à qui l'État a imposé de s'arrêter. La vraie réponse, pardon, je m'éloigne un peu de la question, mais je le dis quand même, la vraie réponse eût été que l'État prenne ça à sa charge. Mais pourquoi est-ce que les assureurs, opérateurs privés tenus à des ratios prudentiels de plus en plus élevés, tenus à des impératifs de rentabilité, devraient assumer les responsabilités financières d'une décision qu'ils n'ont pas prise dans le cadre d'une crise sanitaire dont évidemment ils ne sont pas responsables. Bon, il n'en demeure pas moins, pour finir de vous répondre, je suis toujours très long, il n'en demeure pas moins que oui, à un moment donné, le secteur financier va être mis à contribution, et c'est pas tout à fait par hasard qu'au fil des semaines, les assureurs annoncent qu'ils dotent le fonds de solidarité, ils l'ont fait à hauteur de plusieurs milliards, annoncent qu'ils vont souscrire à des fonds d'investissement. Mais en toute chose, il faut éviter les victimes expiatoires, parce qu'à ce rythme-là, on peut demander à la grande distribution de prendre en charge telle ou telle dépense, on peut demander à l'agroalimentaire de prendre en charge telle ou telle dépense, on peut demander aux laboratoires pharmaceutiques de le faire aussi. À un moment donné, il faut raison garder. Merci, Monsieur Martin. Nous avons une question qui concerne le lancement d'activités au moment du confinement et plus largement de tous les entrepreneurs qui démarraient des activités et qui n'ont aucune aide. Y a-t-il quelque chose qui est envisagé pour ces acteurs de l'économie? Non, mais c'est parfaitement vrai. On l'a bien identifié. Il y a eu, d'une manière générale, cette période a été extrêmement éprouvante, mais il y a eu un certain nombre de situations critiques. Je fais un nouveau détour, excusez-moi, mais typiquement, quand on voit dans quelle situation se sont trouvés un certain nombre d'étudiants, et je pense en particulier à des étudiants étrangers dont les établissements étaient fermés, comme toutes les écoles ont été fermées, et qui ne pouvaient pas rejoindre leur foyer, a fortiori quand c'était à l'étranger, et notamment parce qu'il n'y avait plus de moyens de transport, et qu'il n'y avait plus de restauration universitaire, etc. Il y a eu des situations humaines absolument critiques. Alors, il y a eu ici et là des réponses spontanées de solidarité qui méritent d'être saluées. Alors, s'agissant des créateurs d'entreprises, c'est vrai que ils ont été pris, je dirais, à contre-pied, comme tout le monde, mais dans des situations de fragilité évidemment bien supérieures à celles d'entreprises installées depuis plus longtemps. Alors, il y a quand même des dispositions qui ont été prises, jamais assez vite, jamais assez bien, jamais assez fort, mais notamment au titre du Fonds de solidarité, alors qu'il ne s'adresse pas uniquement aux jeunes créateurs, mais également à toutes les TPE, aux indépendants, et qui ont permis, avec des allocations mensuelles, de limiter les dégâts. Après, c'est vrai qu'il y a des marchés qui temporairement ont disparu. Moi, je ne sais pas trop que répondre de plus à cette question, dont je vois bien le sens, mais c'est vrai qu'on est un peu démuni en termes de réponse. Alors, j'essaie de me défiler ou de me défausser en signalant, mais ça n'a pas pu vous échapper, qu'au mois de mai, les créations d'entreprises ont explosé, plus 55% par rapport à l'année dernière. On sait que là-dedans, mais c'est respectable, il y a beaucoup de micro-entrepreneurs. Et enfin, c'est quand même de bon augure. Il semblerait que l'excellent esprit de création d'entreprises qui s'est développé en France ces dernières années n'ait pas été, lui, tué par le Covid. Mais si la question peut être précisée, je répondrai, j'espère, un peu plus précisément. Merci. Du coup, Monsieur Martin, plusieurs questions sur un sujet important que vous avez évoqué, la transition écologique. Donc, une première question vraiment très concrète. Est-ce que l'urgence climatique ne pourrait pas aider à la relance économique plutôt que de souhaiter ralentir sur le sujet à cause des conséquences du Covid, ce que vous avez évoqué sur le calendrier? Ouais, alors je me suis probablement mal exprimé. Évidemment, non, j'ai quand même pris le soin de dire que pour la grande majorité des chefs d'entreprise, c'était perçu comme une opportunité. Donc accélérer, évidemment, tout ce qu'on peut faire pour accélérer, il faut le faire. Mais on a quand même beaucoup d'entreprises qui se trouvent dans des situations complètement défensives. On reparlera, si vous le souhaitez, du refinancement des PGE, le cas échéant par des fonds propres, encore faut-il les trouver. Il y a beaucoup d'entreprises qui,
en lien avec tout ce que j'ai pu vous dire sur l'activité partielle de longue durée. Les accords de performance collective sont dans l'urgence sociale et se démènent pour préserver autant que faire se peut l'emploi et les compétences dans ces entreprises. C'est à la fois un terme de... Enfin, ça s'analyse à la fois en termes de disponibilité d'esprit, mais par ailleurs de réalité objective. Ces entreprises, ça n'est pas une généralité, bien sûr, et tant mieux, mais ces entreprises qui sont dans ces situations critiques et qui le demeureront pour certaines durablement, quand vous êtes dans la sous-traitance aéronautique ou dans le transport aérien, quand vous êtes dans la sous-traitance automobile, vous avez quelques raisons de vous dire que vous en avez pour quelques mois ou pour quelques années. Je discutais il y a 3 jours avec un excellent adhérent qui emploie 10 000 salariés à travers le monde, qui est dans la sous-traitance aéronautique. 10 000 salariés, une boîte magnifique, c'est du high-tech, c'est un leader mondial, qui travaille pour Airbus, qui travaille pour Boeing. Il sait qu'il n'aura aucune commande avant le printemps prochain. Il y a 10 000 salariés pointus, qu'il a formés, qu'il a recrutés à des bons niveaux de qualification. Je ne suis pas sûr, je ne vais pas m'exprimer en son nom, je ne suis pas sûr que ce dirigeant, d'ailleurs propriétaire de son entreprise, ait vraiment la tête à la transition environnementale. Et pour autant, il sait que dans le transport aérien, à un horizon de 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y aura de profondes mutations, alors sur le trafic lui-même, mais le concernant plus directement sur les motorisations, et que donc il lui faut, malgré tout, continuer, accélérer d'une certaine manière, à investir au moins en R&D sur ces profondes mutations. Les choses ne sont jamais aussi simples qu'on aimerait le croire. Donc, je me corrige, mon propos n'est absolument pas de dire que les entreprises freinent, absolument pas. Il y a des entreprises qui sont dans l'amont de la filière bâtiment, dans les matériaux, dans les équipements, qui évidemment piaffent d'impatience que tous les programmes de rénovation énergétique qui sont annoncés par le gouvernement soient mis en œuvre et quand même soient financés. Il y a des industriels de l'agroalimentaire qui sont en train de modifier extrêmement rapidement, mais avec une forme d'enthousiasme, leur process de fabrication pour consommer moins d'énergie, consommer moins d'eau, également pour faire évoluer leur offre, pas nécessairement vers des produits bio, mais avec des packaging différents, pour avoir moins d'emballage, etc., etc. Mais se dire que de manière uniforme, systématique, la nécessaire et souhaitable transition écologique va créer une opportunité demain matin pour toutes les entreprises, c'est se mentir. C'est se mentir. N'en meurt pas moins que nous, on a fait beaucoup de propositions, encore ces derniers jours, dans le sens de cette transition. Et je finis par là, parce que finalement, c'est ça l'essentiel. Ce sujet, d'abord, il ne peut être appréhendé qu'à l'échelle européenne. Alors, il ne s'agit pas de botter en touche, en quelque sorte, en disant les Hollandais ou les Lituaniens, de toute façon, n'en voudront pas, donc on va faire semblant de s'y intéresser, mais on sait que ça n'aboutira pas compte tenu des règles de décision européenne. Ce n'est pas du tout le propos. La vraie réponse, en tout cas la réponse la plus puissante à toutes ces problématiques, et c'est une réponse sur laquelle le MEDEF, au niveau européen, est très en flèche, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Dit autrement, la taxe carbone, à part que taxe carbone, au regard de la réglementation de l'Organisation mondiale du commerce, c'est même pas envisageable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rééquilibrer en réalité les conditions de concurrence économique, mais surtout environnementale, entre les produits qui sont importés de pays non seulement à bas coût, mais irrespectueux de l'environnement, et les conditions qui se traduiront par un renchérissement des productions européennes, pour ce qui nous concerne des productions françaises, de sorte que, d'une part, on rééquilibre ces conditions de concurrence, mais surtout qu'on encourage des comportements vertueux, de sorte que les entreprises qui devront faire des investissements massifs pour renouveler des flottes de camions, de bus, pour revoir complètement les processus de fabrication, puissent être compensés d'une certaine manière, sans que ça porte préjudice aux consommateurs, et qu'on finance ainsi cette transition qu'on souhaite la plus rapide possible. C'est un sujet hyper technique, tout le monde en parle. Sincèrement, il n'y a que le MEDEF au niveau européen qui est en mesure de faire des propositions opérationnelles.
c'est la solution la plus radicale, la plus massive, la plus puissante. C'est celle-là qu'on doit encourager. Et je me répète, au risque de heurter certains d'entre vous, tout ce qui est purement coercitif, généralement, ça ne marche pas. Regardez ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. L'origine des gilets jaunes, c'est quand même la taxe carbone. C'est le renchérissement qui avait été annoncé, malgré tout, de la TICPE. Donc, on marche sur des œufs sur ces sujets-là. Ça ne peut se faire que consensuellement, dans la durée et avec des objectifs partagés. Du coup, merci sur toujours ce sujet peut-être voilà, un peu plus concret. Est-ce que justement les entreprises sont vraiment aidées vu effectivement les enjeux? Est-ce que les entreprises sont-elles aidées en matière de mise en œuvre de ces fameuses politiques RSE? Est-ce qu'elles sont aidées? Tout à fait. À ce jour, non. À ce jour, non. Alors, les consommateurs, plus. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui existe depuis plusieurs années, mais qui, à vrai dire, est modifié tous les ans, ce qui est extrêmement déstabilisant en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Et ça sont des dispositions qui bénéficient à ce jour essentiellement, voire exclusivement, qu'aux particuliers. Les dernières mesures qui ont été annoncées dans le cadre de la relance de la filière automobile, donc les primes, pour une fois, bénéficient aussi aux entreprises. Donc il y a quelques contre-exemples, mais en règle générale, il n'y a pas véritablement d'incitation ou d'encouragement ou d'aide, pour appeler les choses par leur nom, aux entreprises. On est plutôt dans une logique coercitive qui, du point de vue du MEDEF, donc de mon point de vue, n'est probablement pas la meilleure, et c'est en train de monter en puissance. C'est ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité. Typiquement, il y a des idées qui circulent, je ne sais pas si ça aboutira, qui circulent singulièrement au Parlement, et qui consistera à dire on conditionne certains dispositifs, enfin l'accès à certains dispositifs fiscaux au verdissement, pardon, j'aggrave mon cas, au verdissement de vos entreprises. Et donc, en regard de ça, on a fait des propositions qui ont été retenues, mais à minima, je dirais. On a fait des propositions au gouvernement sur ce qu'on a appelé le PGE vert, pour le coup, pour permettre à des PME d'accéder à des financements dans des conditions privilégiées pour financer précisément leur mutation, leur transition écologique. Mais tout ça est encore assez faible, je dirais. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il y a des aides significatives. Il va falloir qu'on se débrouille. Merci, Monsieur Martin. Alors là, deux questions sur l'aide aux jeunes et l'aide à l'emploi. L'engagement pris aux rencontres d'Aix-en-Seine, enfin l'engagement, la recommandation d'embaucher un jeune dans les entreprises. Première chose. Et deuxième question, que pensez-vous du plan de relance européen appelé Next Generation? J'en pense beaucoup de bien. Globalement, l'Europe fait face à ses responsabilités et j'espère que ça va enfin instaurer dans l'esprit de tous nos concitoyens que l'Europe est une bénédiction du ciel pour nous. Enfin, pas du ciel, parce que c'est nous tous qui l'avons construite. L'Europe, un peu sur le tard, mais quand même a mobilisé des ressources financières absolument colossales en soutien de l'activité. Grâce à la bonne qualité de dialogue entre la France et l'Allemagne, qui était quand même un peu récalcitrante, le Green Deal européen porté par Ursula von der Leyen est un projet puissant auquel que le MEDEF soutient, mais à bout de bras. Et on en parle évidemment beaucoup avec le commissaire Thierry Breton, dont on est proche. Et s'agissant spécifiquement de l'emploi des jeunes, il y a deux sujets dans le sujet. Nous, on a fait des propositions qui essentiellement ont été retenues sur l'alternance, parce qu'on était sur une bonne dynamique. Alors, quand je parle d'alternance, c'est apprentissage et contrat de professionnalisation. On était sur une très bonne dynamique. La demande de la part des jeunes et de leurs familles reste très soutenue. Il faut s'en réjouir, parce que ça veut bien dire que l'image de l'alternance, enfin, a évolué en France
et devient positive comme elle l'est depuis bien longtemps en Allemagne, en Suisse et dans d'autres pays. Mais en regard, compte tenu de la situation économique, nos estimations, c'est que les entreprises proposeront entre 20 et 30% de contrats en alternance de moins que l'année précédente. Donc on a fait des propositions de financement et d'accompagnement avec une prise en charge temporaire par l'État du coût de l'apprentissage. Bon, il semblerait qu'on ait été entendu. Avec un gros bémol, et qui peut parler à certains d'entre vous, c'est que pour des raisons qui nous échappent, un peu budgétaires, même si on ne parle pas de sommes considérables, pour l'instant, les niveaux 1, les niveaux Master 1, Master 2 ne seraient pas éligibles à ces aides temporaires par l'État. Donc on est assez inquiet quant au nombre de jeunes qui seront accueillis en alternance dans les entreprises à la rentrée. Après, il y a l'emploi à proprement parler. Et là aussi, on a des discussions que je ne peux pas vous révéler dans le détail parce qu'il faut se méfier des effets d'annonce et puis il ne faut pas chercher à faire le malin quand on ne sait pas tout. Mais dans les tout prochains jours, il y a des annonces qui seront faites par le gouvernement et qui porteront soit sur des primes à l'embauche, en CDI ou en CDD de longue durée, soit sur des exonérations de charges patronales. Il y a une grosse discussion, il y avait une grosse discussion entre Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud autour du calibrage de cette mesure, mais le ministère du Travail lui raisonnait sur des exonérations assez puissantes, puisque jusqu'à 2,5 fois le SMIC et jusqu'à 30 ans. Bon, les budgétaires font leur boulot, ils sont passés derrière. À nouveau, je pense que peut-être dès la fin de la semaine, on aura des annonces dans ce sens-là. C'est un sujet absolument central sur le plan social, sur le plan entrepreneurial, parce que Dieu sait si on a besoin de nouvelles compétences, et sur le plan politique, parce que si en plus des crispations qui tout à fait normalement vont se produire à la rentrée, compte tenu du marché de l'emploi, si en plus les jeunes qui ont été la victime involontaire de cette crise du Covid, on a protégé les populations à risque. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Les populations à risque sont les seniors. Je le dis d'autant plus que je dois en faire partie. Et il n'y a pas de raison que ce soit les jeunes qui payent le prix social de cette crise sanitaire. Donc nous, on est très, très déterminés. Alors, ce qui a été dit à Aix-en-Seine par mon ami Jean-Hervé Lorenzi, dont on est très proche, je peux dire que c'est un ami, on le partage complètement. Maintenant, tournons pas autour du pot, le MEDEF a été raillé, stigmatisé, caricaturé, agonie d'injures. Quand Pierre Gattaz, il y a quelques années, a dit que nous allions créer 1 million d'emplois si le CICE était mis en place, tout le monde a compris avec une mauvaise foi flagrante qu'il s'était engagé, que le MEDEF s'était engagé à créer 1 million d'emplois du jour au lendemain. Au terme des 4 ans dont Pierre Gattaz, que j'aime beaucoup, dont avait parlé Pierre Gattaz, il y avait bien 1 million d'emplois qui avaient été créés. Bon, alors on ne va pas se faire prendre 2 fois, hein, mais sachez qu'en interne, j'ai encore fait à l'instant, lors d'un webinar avec toute une série d'adhérents, nous on demande avec insistance à nos adhérents, aux entreprises, d'embaucher, de prendre le risque d'embaucher, quand même leur situation financière est incertaine, et de prendre des alternants. Une dernière question, Monsieur Martin, pour conclure ce webinaire, qui est lié aussi à l'emploi et à l'employabilité. Sur quel type de compétences pensez-vous que les salariés doivent investir et se développer pour arriver à surmonter cette crise dans les meilleures conditions? Quelles seront les compétences, en quelques mots, les plus demandées, selon vous, à l'issue de cette crise? Alors, je n'arrive pas à me corriger. Je commence par un énième détour. Il y a eu des grands débats qui se prolongent d'ailleurs et qui sont extrêmement intéressants, quoique un peu intellectuels, sur le monde d'après. Et s'agissant de l'entreprise, sur la transformation complète des modèles économiques, de l'organisation du travail, etc., etc. À l'observation, c'est un débat qui est assez franco-français. C'est très surprenant de voir que dans d'autres pays, il prospère beaucoup moins ce débat, qui est malgré tout intéressant. Notre conviction, c'est que dans
c'est pas vraiment votre question, mais j'y réponds quand même. C'est que les modes de travail ne vont pas changer aussi radicalement qu'on a pu l'imaginer au plus fort de la crise. Et que le télétravail, oui, va se développer, mais que ce sera probablement pas le raz-de-marée qu'on a pu imaginer, voire souhaiter d'ailleurs à un moment donné. Et quant au métier, on est convaincu qu'il va y avoir, du fait de cette crise, une accélération très forte de mutations qui étaient déjà engagées. On a bien vu, par exemple, que la digitalisation des entreprises, à différents égards, était devenue une condition essentielle de survie pendant cette période, que ce soit pour le télétravail, que ce soit pour le e-commerce, et pour un certain nombre, la robustesse des réseaux digitaux qui ont bien résisté d'ailleurs à une augmentation massive des flux. Ça a été essentiel à la survie des entreprises, ça a été essentiel à la vie sociale tout simplement. Donc évidemment, tout ce qui tourne autour du digital, qui était déjà bien considéré, va prendre des proportions beaucoup plus importantes. Tout ce qui touche à ce qu'on a appelé les combattants de première ligne, c'est-à-dire tout ce qui touche au service à la personne, qui ne se résume pas au métier de santé, va évidemment se développer massivement, parce que cette crise totalement imprévue a été un révélateur de nos fragilités. Et on voit bien dans les enquêtes d'opinion que l'aspiration à la sécurité, au bien-être qui existait déjà, est grimpée en flèche pendant cette période, et il n'y a aucune raison pour que ça baisse, outre le vieillissement de la population, etc., etc. Donc des perspectives très certainement intéressantes dans, au sens large, les métiers du service à la personne et de la santé. A contrario, on peut s'interroger sur l'évolution de l'emploi, alors à la fois quantitativement et qualitativement, dans la distribution, dans le retail, dans le commerce de proximité. C'est vrai que là aussi, la crise a accéléré certaines évolutions qui étaient engagées. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont découvert, aussi curieux que ça puisse paraître, les achats sur Internet. Je ne parle pas d'achat de services, mais bien d'achat de biens, et probablement qu'ils ne reviendront pas là-dessus. Voilà, donc il y a des situations très contrastées, mais ça me renvoie à une idée, c'est qu'il faut qu'on travaille tous d'ailleurs, d'arrache-pied là-dessus. Dans la réforme de la formation, il y a un angle mort extrêmement important et qui devient essentiel dans les temps que nous connaissons, qui est celui des transitions professionnelles. Il va falloir que les entreprises, leurs salariés, confrontés à cette crise conjoncturelle, confrontés à des changements de modèle, ceux que je viens d'évoquer sans être exhaustif, organisent beaucoup plus qu'elles ne le font actuellement, anticipent beaucoup plus qu'elles ne le font actuellement ces transitions professionnelles, de sorte que, en bonne intelligence avec les salariés concernés, à tout niveau de qualification d'ailleurs, à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, on anticipe, on prépare, on coordonne ces transitions, sans quoi on aura des problématiques humaines et sociales et au final financières pour les entreprises extrêmement cruelles. Voilà, donc nous, pour ce qui nous concerne, en travaillant en étroite collaboration sur ce sujet aussi avec la CFDT, on va dans les semaines qui viennent faire des propositions très puissantes parce que ça va être un sujet absolument central. Merci beaucoup. Donc juste pour le mot de la fin, est-ce que vous auriez un conseil, un encouragement à donner à nos alumni? Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait être très, très modeste, très humble dans la situation que l'on connaît. Je pense que il y a quand même des signaux d'espoir. En tout cas, nous, au MEDEF, on est convaincus que d'abord, il ne faut pas tenir un discours pessimiste, hein, je l'ai dit, parce que ça ne peut qu'alimenter les problèmes et les angoisses. Je crois que l'entreprise, c'est une abstraction. L'entreprise, c'est avant toute chose les salariés à différents niveaux. Évidemment au niveau de l'encadrement des dirigeants, mais c'est vrai à tous les niveaux. L'entreprise, dans cette circonstance totalement imprévue, brutale et cruelle, a démontré beaucoup d'agilité, beaucoup de résilience, beaucoup de sens du collectif. Alors ça nous ennuie d'une certaine manière, parce que ça veut dire que là où c'était déjà le cas, les regards se tournent de plus en plus vers les entreprises. Je crois qu'il faut en être conscient et il nous appartient à tous d'assumer ses responsabilités, d'être exemplaires, d'être éthique, d'être
conscient des attentes, non seulement de nos salariés, de nos clients, de nos fournisseurs et de nos actionnaires, mais de la population d'une manière générale. Je pense aux élus locaux en particulier. Et je conclus donc là-dessus. C'est pas tout à fait innocemment que, en début d'année 2019, le MEDEF s'est doté d'une raison d'être. Il y a eu tout un débat sur la raison d'être. Et cette raison d'être, c'est agir ensemble pour une croissance responsable. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas être des spectateurs, il faut qu'aucun d'entre nous ne soit spectateur. Ensemble, parce que les aventures individuelles, ça ne marche plus. Croissance, parce qu'on ne croit pas un instant que notre pays pourra, et le monde pourra, y compris sur le plan technologique, apporter des solutions si on ne sait pas croître et financer donc l'emploi, la technologie, la R&D et le progrès social. Et puis responsable, puisque maintenant on est tous convaincus que, je ne vais pas reprendre ce que je viens de dire, qu'il faut faire face à des défis que les entreprises n'avaient pas à relever auparavant. Ben, ça tombe sur les entreprises, je dirais tant mieux, parce que c'est une belle aventure, l'entreprise. Monsieur Martin, un grand merci pour ce webinaire et pour votre temps. Et puis, courage pour poursuivre à travers la crise qui n'est pas encore terminée. Ben, c'est passionnant, c'est passionnant en tout cas. Merci infiniment. À bientôt, au revoir.